Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel et avec notre invité de ce jour, Monsieur Hicham Aboud. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'avoir en ligne Monsieur Hicham Aboud, le célèbre journaliste et le président directeur général de la chaîne satellitaire Amal TV. C'est Hicham, bonjour et bonne année et meilleurs vœux à vous et vos proches. Bonjour Abdelatif, bonne année à vous et à tous les auditeurs et merci pour l'invitation. Écoutez, le plaisir est partagé. Nous souhaitons tout simplement, vu l'actualité religieuse, c'est Hicham, en France et notamment les différentes élections, légales ou pas légales, discutées ou pas discutées, notamment au CFCM et aussi dans la grande mosquée de Paris. Et vu que vous êtes une personne qui connaît ce dossier, surtout notamment le dossier de la grande mosquée de Paris, et l'actualité oblige, nous vivons ces derniers jours des rebondissements inédits, comme tout le monde suit. Alors, d'un premier temps, il y a l'arrivée de M. Hafiz Shamsuddin à la tête de cette institution, après le départ de M. Dalil Boubacar, et beaucoup de choses à dire sur la somme d'argent qu'il a reçue par ITEL de 300 000 €, et il y a aussi la contestation grandissant d'un grand nombre de fidèles algériens et de musulmans algériens contre cette désignation qui disent, et d'autres ils parlent d'élection, mais on aimerait bien connaître un petit peu le fond de l'affaire, de quoi il s'agit réellement, et après on passe à la dernière conférence de presse faite par M. Hafiz Shamsuddin d'Alger, où il dit comme quoi il a obtenu le soutien officiel du président algérien, M. Tebboune. Bon, d'abord, je me demande pourquoi il n'y a que les musulmans algériens de France qui s'indignent de ce qui se passe à la mosquée de Paris, parce que la mosquée de Paris n'est pas l'ambassade d'Algérie, ni le consulat d'Algérie. C'est une institution relevant de l'État français, à ma connaissance, et non pas une officine algérienne, bien qu'elle a toujours été sous l'emprise du pouvoir politique algérien, dans la mesure où l'Algérie accorde une subvention de 2 millions d'euros à cette mosquée, sans savoir pourquoi et où va cet argent de 2 millions d'euros. Pour ce qui est de la désignation de maître Hafiz, moi, je ne parle pas de sa désignation, je parle seulement comment s'est déroulé le coup d'État, si on ose l'appeler ainsi, qui a mis hors circuit Dalil Boubacar, et l'apparition de Maître Hafiz, qui n'a jamais été pressenti pour ce poste, étant l'avocat de la mosquée, c'est tout ce qu'il avait comme rôle. Et puis, ce monsieur, pour qui j'ai beaucoup de respect en tant qu'avocat, n'a aucune compétence religieuse, comme il le reconnaît lui-même d'ailleurs. Alors, mettre à la tête d'une institution culturelle, religieuse, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le culte, avec la religion, en dehors du fait qu'il soit musulman, ça ouvre la porte à beaucoup de supputations, beaucoup d'interrogations, beaucoup de spéculations. Pourquoi, comment ce bonhomme est là? Alors, on parle d'un deal passé entre Ounouri Mohamed, le directeur de l'administration générale de la mosquée, qui est le pivot, qui est l'architecte de tout ce magma, qui y aurait fait signer à l'Assemblée générale ou au conseil d'administration un document accordant à Dalil Boubacar la somme de 300 000 €. Ah, vous savez, c'est énorme, 300 000 € pour quelqu'un finissant, hein. Bon, c'est pas moi, même s'il va dépenser 10 000 € par mois, ça va pas finir. Ça va pas finir. Alors, cette somme, d'où provient-elle?
elle provient de l'argent public, des deniers publics. Parce que cette institution est une institution publique, elle n'est pas privée. Deuxièmement, pourquoi ce changement d'option? Parce qu'au départ, les autorités algériennes, quand est placé M. Mustafa Chérif, un ancien ministre du temps de Chadli Bejdid, puis il a été ambassadeur, il était ministre d'enseignement supérieur, et puis il a été ambassadeur en Égypte, et puis il a occupé d'autres fonctions, et vous savez que la mosquée de Paris est convoitée par beaucoup de monde, y compris par l'ancien ministre des Affaires religieuses de Bouteflika, le tout récent. Pourquoi? Parce que il y a ce complexe du colonisé qui anime beaucoup de responsables algériens qui aimeraient bien passer en quelques années à la tête de cette institution. Ça va permettre de faire fortune, et quelle fortune, et puis couler une bonne retraite en France, au lieu de la couler dans un pays qu'ils ont appauvri, qu'ils ont plumé, qu'ils ont mis à 5, et donc ce poste de recteur est très convoité. Maintenant, il est revenu à Maître Hafiz avec la complicité de Ouenouri qu'il a utilisé, parce que Ouenouri, il ramène Hafiz pour que lui, il reste à la tête de la direction de l'administration générale de la mosquée. Ce bonhomme, comment s'est-il retrouvé ici? Il faut voir un petit peu le parcours de ce Ouenouri. Le commandant Mohamed Samraoui, qui était un officier des services secrets algériens dans les années 90 et qui a déserté pour des raisons qui le regardent. C'est pas le propos c'est pas notre propos d'aujourd'hui. Dans son livre chronique des années de Brest, a dénoncé Mohamed Ouenouri comme ayant assassiné un Algérien, et puis pour le mettre à l'abri, les services secrets l'ont envoyé en France. Il a commencé comme bagagiste à Orly, puis ils lui ont fait un petit truc, ils lui ont donné une petite responsabilité, parce que pratiquement tous les bagagistes c'est des Algériens, puis il est devenu chef bagagiste. Et après, il s'est retrouvé à la mosquée de Paris et tout doucement, il s'est retrouvé directeur d'administration générale de la mosquée de Paris. Et ce bonhomme a énormément de casseroles parce qu'il ne s'est pas contenté de servir comme agent des services secrets algériens, mais en France, pour pouvoir se faire une place, il a joué le jeu du double agent. En jouant le double agent, à l'époque, les Français avaient besoin d'Algériens introduits dans les milieux islamistes, dans les milieux des Algériens. Et pour se faire une place, il a piégé des Algériens lambda dont un ancien il est toujours réfugié politique en France. À l'époque, c'était demandeur d'asile, Abdouad Boursoha, qui est toujours là, qui est toujours en vie. Il habite à Paris dans le 20e arrondissement. Eh bien, il l'a piégé, il l'a envoyé dans un appartement où il y avait des armes. Bon, lui-même, il avait mis des armes. Et le bonhomme s'est retrouvé en tôle et il s'est retrouvé condamné à 3 ans de prison. Voilà les méfaits de cet homme. Et cet homme, 68 qu'il a fait, n'est pas inconnu des services algériens ni des services français. Mais le plus beau, et le cerise sur le gâteau, quand on cautionne un gars pareil, c'est quand le président désigné à la tête de la République algérienne à l'issue des scrutins rejetés par le peuple algérien le 12 décembre 2019, ce président désigné par une caste militaire, eh bien, l'a reçu au nom de la présidence de la République algérienne. Une république qu'ils ont transformée par cette audience en véritable république judiciaire. Là, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de république algérienne.
côté. En Kabylie, c'est 0% de participation. À Tizi-Ouzou et à Bougie. On ne peut pas être président de la République d'un État où vous avez un grand ensemble du pays qui refuse C'est Hicham, s'il vous plaît, si vous le permettez. Oui. Donc, en vous écoutant, c'est quand même c'est énorme hein, ce que vous êtes en train de nous dire, et surtout et notamment ces accusations qui sont assez importantes concernant ce monsieur qui est le directeur général des affaires de la Grande Mosquée de Paris et qui a été reçu par le président de la République algérienne avec Maître Hafiz et derrière cette visite il y a une conférence. Dans cette conférence il y a deux choses. Un, il y a l'image. Il faut bien préciser les choses. Il y a l'image et après il y a le discours. L'image, on voit Maître Hafiz avec ce monsieur devant le palais présidentiel. Donc l'Algérie confirme ce qui s'est passé ici à la Grande Mosquée de Paris. Un. Deux, il y a aussi le discours en tant que tel. Le discours, il dit que ce monsieur a été félicité officiellement par le président Tebboune sur ce qui s'est passé ici à la Mosquée de Paris. Autrement dit, si on prend tous ces éléments-là, monsieur Hicham Aboud, et on met ça dans une balance, et on voit en même temps toute la protestation qui est derrière, et les différentes manifestations, hier à la Grande Mosquée, aujourd'hui, je crois, il y a une réunion à Nanterre, si je ne me trompe pas, des fidèles qui se posent des questions sur cette situation, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que peut-on dire que le système DRS continue à fonctionner comme auparavant dans la période de monsieur Bouteflika? Non. Ce DRS a été laminé par Bouteflika et a eu le coup de grâce avec Gaït Salah. Il n'y a plus de DRS, il n'y a plus de service secret en Algérie, il n'y a plus rien. Vous savez que l'ancien chef des bureaux de sécurité à l'ambassade d'Algérie, le colonel Tarek Amira, est actuellement en prison à Blida. On l'a condamné à 1 an de prison pour rien du tout, parce que ce monsieur est accusé de n'avoir pas rendu compte de ses activités au chef d'état-major de l'armée, Gaït Salah. Alors qu'un officier de service n'a pas du tout de compte à rendre au chef d'état-major. Il a de compte à son patron, ni plus ni moins. C'est pour vous dire que ce strict au contraire, s'il y avait un État algérien, s'il y avait un service de sécurité comme l'était le DRS, on n'aurait jamais cautionné ce qui s'était passé à la mosquée de Paris, parce que ça a été fait contre la volonté d'Alger. Alger préparait son candidat qui était Moustapha Chérif, c'était pas Maître Hafiz. Et Nouri court-circuite tout ce beau monde. Maintenant, avec l'aval de qui, avec la caution de qui, moi je soupçonne les services français d'être derrière. Et c'est tout à fait leur droit. Les services français la France ne peuvent plus s'accommoder de la désignation du recteur de la mosquée de Paris par Alger. Ça, c'est de l'ingérence caractérisée. Donc, ils ont utilisé 2 agents à eux, Maître Hafiz et Bonouri, pour court-circuiter Alger. Et Alger n'a fait que cautionner. Donc, il n'y a plus d'État algérien. Voilà. Donc, le DRS est complètement out. Les services secrets algériens, ça n'existe plus, le DRS. Les services secrets algériens, vous savez qui est à la tête de la sécurité intérieure en Algérie. Eh bien, quelqu'un qui n'a jamais été dans les services secrets, qui ne connaît rien aux services de renseignement. C'est une façon de casser ce service. Vous savez qui est le coordinateur? C'est quelqu'un qui était dans la lutte antiterroriste, qui n'a rien à voir avec les services secrets, avec le travail de renseignement. Voilà une manière de casser les services. Les services ont reçu le premier coup de Bouteflika lorsqu'il nomme à la tête de la sécurité intérieure quelqu'un qui n'a jamais touché à la sécurité intérieure, qui était toujours à l'extérieur, à l'étranger, et il fait de même pour la sécurité extérieure. Il est quelqu'un qui n'a jamais connu ce que c'est que la sécurité extérieure. Et puis, 3 anciens directeurs centraux de la sécurité de l'armée sont actuellement en prison. On nomme un directeur central de la sécurité de l'armée, au bout de 6 mois, 3 mois, on le fout en tôle. Voyez-vous ce qu'a fait Gaït Salah? Donc on ne peut plus parler du service secret algérien.
alors, si je prends un petit peu comme récap par rapport à cette histoire de la grande mosquée de Paris, et ce départ précipité quelque part de Monsieur Dalil Boubacar, et cette somme assez conséquente, quand même assez importante, 300 000 euros, il paraît-il comme quoi Monsieur Dalil Boubacar auparavant préparait son fils à cette enceinte de... Il finit le bonhomme, il ne peut pas marcher, il ne peut pas parler, il est complètement impotent. Ce bonhomme, bien qu'il a une aura, et c'est pas moi, il est présenté comme étant Dieu sur la mosquée de Paris, mais ce bonhomme est fini. Alors, pour le remplacer, il pensait placer son fils, parce que aussi les Boubacar, considèrent cette mosquée de Paris comme étant une propriété privée qui s'hérite de père en fils. Après Hamza Boubacar, c'est Dalil Boubacar. Et voilà comment là. Et pourquoi on a commencé avec les Boubacar? Parce que Hamza Boubacar était un collaborateur des forces coloniales du temps de la guerre d'Algérie. Donc, comme la France devait faire une concession à l'Algérie, elle nomme un Français d'origine algérienne et non pas d'origine marocaine, qui est pure ou autre, donc on met ce Hamza Boubacar. Et il fut un temps où Hamza Boubacar était interdit de séjour en Algérie. Hamza Boubacar était interdit de séjour en Algérie du temps de Boumediene. Et ce n'est que par la suite, avec l'arrivée de Chadli, avec le début de la déliquescence de l'État algérien, qu'il a commencé à pouvoir rentrer en Algérie. Et donc, Dalil Boubacar, sachant qu'il était fini, il préparait son fils, de l'autre côté Ouinouri, pour qu'il reste en place, pour qu'il continue à avoir une balise, parce que quand même, il faut oublier qu'il y a de l'argent à brasser. Il y a de l'argent à brasser à la mosquée de Paris. Avec l'argent du halal, c'est des millions et des millions d'euros qui sont brassés, et ce Ouinouri a toujours sa part. Vous ne pouvez pas avoir la certification halal, c'est pouvoir donner la certification halal aux abattoirs ou à des produits halal si vous ne payez pas un pot de vin à Ouinouri. Ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. Et c'est connu. Sinon, pourquoi tu penses que ces gens-là sont en train de se battre pour les beaux yeux des musulmans en France? Cependant, parce que le problème que je pose, c'est que la mosquée de Paris est avant tout un lieu de culte pour tous les musulmans de France. Exact. Pas uniquement les Algériens. Or, on trouve que toute l'administration est algérienne. Le recteur a toujours été un Algérien, d'origine, du campus de France. Après, ils font le kazakh, prennent tout ça, toi. Et alors que il y a des Turcs, il y a des Marocains, il y a des Syriens, il y a des Sénégalais, il y a des musulmans de toutes les races, de toutes les nationalités. Pourquoi uniquement des Algériens? Et que fait le Conseil français du culte musulman? Mais justement, monsieur Hicham Abboud, parce que c'est la question que je souhaite vous proposer, parce qu'il y a aussi une relation avec ce Conseil de culte musulman qui a connu aussi un certain rebondissement inédit, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Une semaine avant les élections, voire 10 jours, donc il y avait des articles, une avalanche de revendications contre l'arrivée de M. Hafiz Samjeddine à la tête de la grande mosquée de Paris en l'accusant comme quoi c'est un ancien ou un actuel avocat du Polisario. Et tout de suite derrière, une semaine après, on voit comme quoi Hafiz propose le nom de mon frère à M. Moussaoui et qui devient son atout pour qu'il prenne la tête de cette institution. Ce n'est pas assez clair cette affaire. On voit, comme vous l'aviez dit déjà dans un premier temps, qui dit religion, dit argent, ça sent mauvais. Mais là,
on comprend plus rien. Est-ce que c'est un avocat du Polisario ou il n'est pas un avocat du Polisario? C'est une question de principe. Alors pourquoi, au départ, on dit comme quoi c'est un avocat et maintenant on ferme les yeux, on dit tout simplement mon frère et devient son vice-président pendant 2 ans et derrière, il sera le président de CFCM, M. Hafiz Shamsuddin, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, à la tête de CFCM. Il y a beaucoup d'éclairages à chercher à comprendre auprès d'un certain nombre d'acteurs, hein, donc, et parmi eux, il y a votre avis qui nous tient à cœur. On aimerait bien avoir, qu'est-ce que vous pouvez penser de cette, bon, je sais pas, je ne peux pas l'appeler mascarade, mais par contre, je vais l'appeler des manœuvres. C'est une manœuvre, c'est bien quelle manœuvre. Bon, maintenant, s'agissant d'être l'avocat du Polisario, les Polisario n'est pas son seul client. Exact. Une chose, c'est que Hafid était avocat en Algérie, puis dans les années 90, il est arrivé en France. Comment il est arrivé, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait un coup de pouce, est-ce qu'il n'y en a pas eu, ça je n'en sais rien. Il a fait encore des études en France, il s'est inscrit au barreau, il s'est trouvé avocat à Paris. Maintenant, un avocat, si le Polisario le sollicite, ne peut pas le refuser, d'accord. Et puis, que représente le Polisario parmi cette clientèle? Et pourquoi le Polisario a-t-il besoin d'un avocat? Franchement, je ne vois pas ce que vient faire le Polisario, dont ils sont beaucoup plus importants que ce qu'il est. Et moi, je pose le problème du CFCM, parce que le Conseil français du culte musulman, quand il y a eu des élections acclamées, vous vous souvenez bien que Dalil Boukher était complètement out. Exact. était complètement out. Et parce que ces gens-là ne peuvent pas concourir dans des joutes électorales. Ils n'ont rien comme bagage pour pouvoir tenir la trajectoire à leurs concurrents en cas d'élection. C'est des gens qui sont habitués au larbinisme, habitués au pessimisme, habitués aux manœuvres souterraines et aux manœuvres genevoises, et c'est comme ça qu'ils se voient toujours désignés, jamais élus. Normalement, la mosquée de Paris doit être sous le contrôle du Conseil français du musulman. C'est normalement, quand on va dans la logique des choses, c'est le Conseil français du culte musulman qui est la plus haute instance musulmane en France, puisqu'elle est élue, c'est une instance élue, c'est elle qui doit désigner le recteur de la mosquée de Paris. Et c'est elle qui doit contrôler la mosquée de Paris sur le plan financier, sur le plan juridique, sur le plan culturel, sur tous les plans. Cette mosquée de Paris, tout comme la mosquée de Marseille, tout comme la mosquée de Lyon, tout comme la mosquée d'Ivry, va être toute sous une seule autorité, le Conseil français du culte musulman. Malheureusement, ce conseil n'a pas son rôle du tout. Ce conseil est absent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, s'il ne s'occupe pas d'une institution aussi importante que la mosquée de Paris. Alors, ce conseil n'a aucune raison d'exister. Si ces dirigeants veulent réellement s'imposer, c'est très simple pour eux. Ils n'ont pas s'adresser aux autorités françaises, parce que c'est une instance élue. Le CFCM est une instance élue. Et le CFCM, c'est lui qui doit poser le problème de la désignation du recteur, et c'est lui qui doit dénoncer toutes ces pratiques malsaines qui ternissent l'image de l'islam en France. Bah, vous savez, monsieur Hicham Aboud, vous êtes en train d'évoquer un réel problème. Comme vous le savez, le CFCM, c'est une institution d'État reconnue, et ainsi de suite, quel que soit ce qu'on peut dire sur cette institution, sauf que lorsqu'on arrive dans les grands moments religieux des musulmans ici en France, la journée, le premier jour de Ramadan, le jour de la fête, toutes les décisions concernant l'islam de France, ça se prononce de la grande mosquée de Paris. Oui. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Ça peut être normal si la grande mosquée de Paris était sous le contrôle du CFCM. Ce n'est pas le cas. Mais normalement, écoutez, c'est pas la mosquée de Paris qui va voir le CFCM pour lui dire mettez-moi sur votre coup. Tant plus que sont plus de gens, ma bouilleur. D'accord. C'est au CFCM de dire à la mosquée de Paris, vous êtes sous mon contrôle. De manière claire et précise, de manière juridique, statutaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des statuts dans les statuts du CFCM. Il sera mentionné que la mosquée de Paris est sous le contrôle, pas uniquement la mosquée de Paris. Pourquoi cette distinction de la mosquée de Paris? Oui, mais pourquoi elle n'est pas comme toutes les autres mosquées? Mais il y a un problème, Monsieur Hicham Abboud, dans cette situation inédite que vous êtes en train d'évoquer, parce que c'est la première fois, en toute sincérité, que j'entends parler de cette notion que la grande mosquée de Paris soit sous la tutelle du CFCM. Mais il y a un si vous le permettez, il y a un problème qui mérite une réflexion. Tout le monde, on voit ce CFCM, il y a, et comme ça a été dit même par l'intermédiaire de mes intervenants à maintes reprises, on voit que des consulaires marocains, algériens, turcs. Et les musulmans de France sont de différentes horizons. Il y a les Français musulmans qui n'ont rien à voir avec le consulaire. Et pourquoi cette subordination au pays d'origine d'une portion assez importante de la population musulmane qui se trouve ici, et on ne tient pas compte de ces musulmans français, de ces convertis français, de ces jeunes françaises. Sur le CFCM, on ne voit pas une femme. Sur le CFCM, on ne voit pas de jeunes. On voit toujours les mêmes têtes et on reprend les mêmes têtes et on redémarre encore et encore la même musique qu'auparavant. Le disque, franchement, il est rayé. Alors, je crois, à mon avis, le problème provient des autorités françaises. Parce que, en acceptant cette obédience de certaines mosquées au pays d'origine de ceux qui les dirigent, on favorise le communautarisme. Par conséquent, on favorise l'exclusion, parce que quelqu'un qui vient dire, moi, cette mosquée, je suis là parce que je suis algérien, non. Et d'ailleurs, ça, je le remarque pratiquement dans beaucoup de mosquées de France. Moi, je vais à Roubaix, il y a deux mosquées qui sont à distance l'une de l'autre de 200 mètres. C'est ça. De 200 mètres. L'une est sous contrôle marocain, l'autre est sous contrôle algérien. Vous avez de l'autre côté de Roubaix, également, deux mosquées aussi, et qui sont sous contrôle algérien toutes les deux, mais qui ne s'entendent pas. Et lorsque, voilà, ça c'est les divergences qui existent chez les musulmans de France, et notamment cette distinction d'origine. On doit rappeler à tout le monde que lorsqu'on est binational, on est porteur de la nationalité du pays où on se trouve. Si vous êtes français en France, vous n'êtes ni marocain, ni algérien, ni turc, ni sénégalais. Vous êtes français tout court. On est d'accord? Or, c'est l'État français qui permet à ces origines de réapparaître de nouveau. Eh bien, donc voilà, la mosquée de Paris, c'est une mosquée algérienne. C'est une mosquée algérienne. Et là, je vais, c'est pas moi, du côté de la rue, un peu plus loin que la gare de l'Est, entre, oui, plus loin de la gare de l'Est, il y a une mosquée turque. Il y a une mosquée de Sénégalais. C'est incroyable. Or, lorsqu'on a créé le CFCM, je me souviens très bien, Nicolas Sarkozy avait dit, lorsque je vais chez les Juifs, je trouve un seul interlocuteur, c'est les Juifs. Lorsque je vais chez les chrétiens, il y a un seul interlocuteur. Et quand je vais chez les musulmans, il y en a une centaine, une pléthore d'interlocuteurs. Et il a fait bonne œuvre d'unir les musulmans. Il leur a dit, unissez-vous. Généralement, votre ennemi ne pourrait jamais pour unir. Nicolas Sarkozy a œuvré pour unir les musulmans de France. Et il a créé ce CFCM. Il a été derrière la création du CFCM, et il y a eu
dans un pays démocratique. Et il y a eu donc la mosquée de Paris d'Ali Boubacar, c'est complètement out. Alors, quand il y a eu ce CFCM, pourquoi? La première des choses, c'était contrôler tout ce qui est pratique musulmane pour éviter ces dérapages, éviter ces intrusions contraires à l'islam et étrangères à l'islam, hein, et qui viennent donner, viennent cautionner des actes terroristes en nom de l'islam. Donc, le CFCM avait cette première mission. Et là, cette première mission de contrôler toutes les activités, et on parle d'un islam de France. Parce que certains qui disent, non, il n'y a pas d'islam de France, il y a l'islam tout court. Oui, il y a l'islam tout court, mais nous sommes dans un pays qui a ses propres règles, qui a ses propres lois. Il faut les respecter. Et c'est comme ça que le CFCM doit contrôler toutes les mosquées. C'est-à-dire que tous les imams doivent être désignés par le CFCM et non pas envoyés du Maroc, envoyés d'Algérie, envoyés de Tunisie, payés par les Tunisiens. Il y a les Saoudiens aussi qui construisent des mosquées. Il y a les Émiratis, il y a les Émiratis maintenant. Oui, voilà. Donc, alors, que fait l'État français dans tout ça? Mais que fait l'État français? Oui, mais l'État français, M. Hicham Aboud, il dit que je suis un État laïque. Et le président de la République, lors de la dernière intervention avec M. Anouar Kibibish au sein de cette émission, il a dit d'une manière claire et nette, et c'est l'échange qu'il y a eu avec le président de la République. Le président de la République a dit, d'après ce qu'il a dit, M. Anouar Kibibish ne veut plus entendre parler de l'islam consulaire. Il est temps que l'islam s'autogère ici en France. Sauf avec ce qui est en train de se passer actuellement, nous vivons tout le contraire. Est-ce que il y a un dépassement, je comprends plus rien. Parce que là, ça devient un petit peu pénible comme même cette affaire. C'est Abdelafef, écoutez-moi. Un État laïque ne signifie pas abandonner toute une communauté à son propre sort et ne pas jouer au moins le rôle d'arbitre. Parce que si l'État français abandonne cette communauté, automatiquement, elle est reprise par les pays d'origine. Et là, on tombe carrément dans le système consulaire. Vous savez, il fut un temps où un ministre algérien, ministre du gouvernement algérien, chargé de la communauté algérienne à l'étranger, vient en France. Et il se réunit avec des citoyens français, qui ne sont pas algériens. Parce que je dis bien un binational, il est porteur de la nationalité, où il se trouve du pays, il se trouve. Exact. Donc, il se réunit avec des citoyens français. Donc, il passe un mois en France, et personne ne bouge. Bon, vous allez me dire que la France a un complexe aussi de l'Algérie. Hein, donc, vaut mieux ne pas y toucher, à dire toute la pêche. Oui, ça, mais il y a des limites. Il y a des limites. Voyez-vous, maintenant, si des consulats, c'est-à-dire carrément, c'est des États, quand l'Algérie verse 2 millions d'euros à la mosquée de Paris, dites-moi que c'est pas de l'ingérence. Dites-moi que c'est pas du financement étranger. Dites-moi que c'est pas du financement étranger. En Algérie, on n'aurait jamais accepté le financement d'une église en Algérie par l'État français. On aurait pendu les responsables de cette église. On les aurait pendus. Et c'est quoi l'origine de tout ça? Pardon? Et c'est quoi, selon vous, la raison d'accepter cette ingérence financière? Et il faut poser la question aux autorités françaises. Il faut poser la question aux autorités françaises. Vous êtes très bien placé, Serge Lapif, pour inviter le ministre de l'Intérieur français et lui demander comment explique-t-il un financement étranger d'une mosquée française. Les Algériens ont besoin de cet argent. Ces 2 millions d'euros, les Algériens en ont besoin. Aujourd'hui, l'Algérie est dans quelque part de la mendicité internationale. Ils vont bientôt demander un prêt de 10 milliards de dollars pour faire face aux dépenses du
avez comme argent. Et alors, ce 2 millions des Algériens en ont besoin, et la France ne doit pas permettre un financement étranger d'une mosquée sur son territoire. En tout cas, c'est le contenu. En tout cas, c'est le contenu de la conférence de presse de M. Hafiz ce matin à Alger. Il le dit à haute voix. Le président, tout simplement, se propose de financer. Il est ambassadeur d'Algérie à Paris. C'est le deuxième ambassadeur. Voilà. Nous avons le directeur du centre culturel algérien à rang d'ambassadeur. Même le directeur de l'université de la mosquée de Paris à rang d'ambassadeur. Oui, parce que s'il est reçu pas. Imaginez un chef d'une église catholique en France qui se fait recevoir par le président français et qui se financé par l'État français. Qu'est-ce qu'on lui aurait fait en Algérie? En Algérie, on a fermé 3 ou 4 églises. Et on a même en prison des gens pour avoir embrassé la religion chrétienne. Attendez, il y a quelque chose qui cloche là. Il y a quelque chose qui cloche. L'État français laisse aller, parce qu'après tout, c'est entre bougnoules. Oui, voilà. C'est entre bougnoules, on s'en fout. Mais ces bougnoules portent la nationalité française, leur mosquée se trouve sur le territoire français, et ils ont des statuts des lois françaises. Voilà. Qu'ils soient bougnoules ou pas, l'État français est appelé à se ressaisir et à prendre en main cette histoire de mosquée de Paris. Et aussi au Conseil français du culte musulman, également, de se réveiller et de dire, attendez, mon rôle premier est de construire des mosquées. Et tenir le même discours, tenir le discours quand chaque mosquée chante ce qu'elle veut, non, il faudrait unir tout ça, à commencer par la mosquée de Paris. Et pourquoi la mosquée de Lyon n'est pas sous le contrôle d'Alger? Ou le serait-elle de manière insidieuse? Et la mosquée de Marseille, et la mosquée d'Ivry, et la mosquée de Saint-Séquet. Attendez, il y a quand même des mosquées partout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a la mosquée de Saint, il y a la mosquée, il y a plein de mosquées, hein. Il fut un temps où cette mosquée de Paris était des étudiants algériens. Et c'est comme ça qu'ils ont introduit Ouannouri. Et les Français trouvaient leur compte dans la mesure où ils collaboraient avec ces espions algériens, parce que ces espions algériens, ils n'espionnaient pas la France, ils espionnaient l'opposition algérienne en France. À suivre, Monsieur Hicham Abboud, et merci d'avoir accepté cette invitation, et je serai heureux si votre agenda vous le permettra à l'avenir, de nous donner votre vision sur le Hirak en Algérie, qui est un Hirak exemplaire à travers, par sa civilité et aussi par rapport à sa démarche de paix, de voir l'état actuel de ce Hirak et où il va, l'Algérie, avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement à sa tête, Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune. Monsieur Hicham Abboud, merci infiniment et je vous dis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie, et oui, ce serait une bonne occasion de parler du Hirak le 17 février, puisque le déclenchement du Hirak n'a pas eu lieu le 22 février à Alger, oui, mais le 17 juin à Kharrata, cette toute petite ville qui a marqué l'histoire de l'Algérie, elle sert à 845, lorsque des milliers d'Algériens sont sortis de Kharrata, de Guelma et d'autres villes d'Algérie revendiquer l'indépendance de l'Algérie. Eh bien, c'est de Kharrata qu'on est sorti revendiquer la démocratie de ce gang qui la gouverne. Et cette ville de Kharrata, ou cette commune de Kharrata, exactement. C'est dans la ville de Djaya. D'accord. Parfait. Ben, écoutez, ce sera l'occasion, Inch'Allah, de mettre l'accent là-dessus et de faire dire la vérité, parce que beaucoup de monde ne savent pas cette vérité. C'est avec un grand plaisir de vous recevoir une deuxième fois, c'est Hicham Abboud. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Arc-en-ciel.
Abdelatif. L'info libre et crédible.